Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Cinéma Anonyme, le podcast destiné aux amateurs de films et cinéphiles amateurs. Dans nos versions swap, à tour de rôle, on propose un film à l'autre et on revient la semaine d'après pour en parler. Moi c'est Seb. Moi c'est Yann. Et aujourd'hui on parle de Moon. Studio de merde. Studio de merde. Y a rien qui va ici, à part la déco. Parce que c'est nous qui l'avons faite, c'est tout quoi. Tout le reste va pas quoi. Donc on est bon là, on est bon. Allô, 1, 2, 1, 2, ouais. 1, 2, ça enregistre, t'es sûr? Ça sera l'intro du studio. C'est l'intro de l'épisode, tu sais, c'est l'intro d'épisode, putain de studio. Et on est parti pour l'épisode. Bonjour à tous, ça va les gars? Ouais. Pour cohérence, tu m'as raconté un fait de ta jeunesse. Ouais. Alors quand j'avais genre 14, 15 ans, un truc comme ça, ouais. Je me tapais un délire. C'était de fusiller des oiseaux déjà. Et j'ai des pulsions qui reviennent là, tu vois. Non, en fait, quand j'étais donc dans notre village d'enfance à la Turbie, tout à fait, qui faisait nuit et que on squattait les bancs de la Turbie. Ouais, des bancs, des champs, plein de trucs. Ouais. Il y avait un moment où j'arrivais à me mettre dans un certain état où je pouvais regarder genre l'horizon, tu vois, parce que nous, alors, on est juste à côté de la Méditerranée. Ouais. Donc, quand on a la vue sur la Méditerranée, comme ça, la ligne d'horizon est bien droite, tu vois. J'arrivais à me mettre en mode je suis dans un vaisseau spatial, tu vois. Et genre le bord de la Méditerranée, tu vois, la ligne d'horizon, c'est la fin du vaisseau, tu vois. En fait, la planète, c'est le vaisseau, quoi. D'accord. Et j'arrivais à visualiser ça. Non seulement j'arrivais à visualiser ça, mais en plus, je voyais comme si on était dans une bille, tu vois. Délire. Gros. Comme si on était dans une bille et qu'il y avait quelqu'un qui venait ramasser cette bille, tu vois. Comme la main de Men in Black à la fin du film. Voilà, exactement. Ouais, tu vois. Ben, j'arrivais à visualiser ça quand j'étais dans des états dans lesquels je me mets plus. C'est pas second, voire triple. Mais voilà, tu m'as raconté tes trips de toi et toi du futur. Moi et mon double. Ben, moi, c'était mon trip un peu astronomique. D'accord. Et d'ailleurs, rapport encore avec le film, la Lune, c'est clairement mon astre préféré. Oui, tout pareil. Ouais. Et j'irais même plus loin. Mon morceau de musique classique préféré, c'est Clair de Lune de Debussy. Ah yes, j'aime bien aussi. Bah, d'ailleurs, un de mes préférés aussi, c'est Sonate au clair de lune de Beethoven. Exactement. Que l'on retrouve dans Resident Evil, le tout premier. Ok. C'est l'énigme au piano. Ok. Bon, en tout cas, pour en revenir à la Lune, on a un pote commun avec qui on va voir des fois les étoiles et tout, avec le télescope. Ouais, on lui fait un bisou d'ailleurs à Sylvain. Ouais. Franchement, il n'y a rien de mieux que de regarder la Lune quand même. C'est l'astre le plus proche, donc déjà, c'est celui que l'on peut voir le plus nettement, avec plein de détails. Le suivant, je crois que c'est Mars. Et Mars, en fait, c'est un point qui fait de la lumière, quoi. Ouais, voilà. Mais même, j'ai toujours un sentiment particulier avec la Lune. Genre, quand je la vois dans le télescope, ça me happe, comme beaucoup d'astronomes sont happés par ce qu'ils font, quoi. Tu vois, il y a cette impression de grandeur d'un truc qui est beaucoup plus grand que toi, d'un univers immense et tout ça, quoi, tu vois. Ouais. Bah, quand je vois la Lune, ça me fait cette impression-là. Ouais, moi c'est pareil. En plus de ça, ça me provoque un vertige assez particulier, parce que c'est quelque chose qui te dépasse. Tu te rends compte à quel point t'es petit. Ouais. T'es même rien du tout dans un truc qui est tellement vaste. On oublie vite l'échelle de grandeur du truc. Ouais, c'est ça. Et quand tu réfléchis un peu plus à tout ça, non seulement t'as l'impression d'être vraiment ridiculement petit, je crois que le plus, c'est les distances, moi, qui me marquent. Quand tu sais que la Lune, elle est à plus de 300 000 km de nous, alors que c'est le truc le plus proche qu'il puisse y avoir dans le système solaire. Ouais. Et même le Soleil, c'est à des millions de kilomètres. Ah, mais le Soleil, et des millions de kilomètres, on n'arrive même pas à capter ce que c'est, quoi. Mais carrément pas. Mais déjà, Mars, quand tu te dis que Mars, c'est super loin, alors qu'en fait, quand tu regardes la map du système solaire, justement, tu te dis, en fait, c'est juste à côté, quoi. Ouais. Et déjà, rien que ça, c'est inatteignable. Et en plus, malgré le côté fascinant que l'espace peut proposer, il n'y a rien de plus hostile. C'est le truc, ça te tue instantanément. Il n'y a aucun repère. Il n'y a rien qui t'est positif, on va dire. Ouais, c'est clair. Pas d'oxygène, un froid absolu, le noir total, pas de bruit, que dalle. C'est bien pire que le désert, quoi. C'est pire que tout. Et pourtant, ça nous attire, ça nous fascine depuis la nuit des temps. Je crois que c'est le truc qui nous unit tous quelque part. Tu vois, moi, si j'avais pas jeté un peu ma scolarité à la poubelle, j'aurais bien aimé me mettre là-dedans. C'est ça aussi qui est compliqué. C'est fascinant, quoi. Ouais, mais tu as une approche qui est très simple, celle qu'on peut avoir nous. Tu regardes des documentaires, tu te renseignes vite fait, tu achètes un petit télescope, tu regardes un petit peu. Ouais. Mais quand tu veux commencer à mettre un peu le nez dedans, c'est là où tu vois qu'il faut connaître et c'est très compliqué. Moi, j'ai le fils d'un pote, Jay, si tu m'entends, salut. Il fait des études et des recherches en astrophysique. Il donnait des cours en faculté à une époque. Maintenant, il donne surtout des cours de physique pour les lycéens. Quand il te parle de ça, c'est là où tu te dis, bon, c'est vraiment un autre monde, quoi. Ouais. Mais c'est génial. Mais tu as l'impression que c'est un combat
qui, peu importe l'ère, qui sera toujours louable. C'est le combat primaire, c'est-à-dire la découverte du monde, quoi. Bah ça déjà, la découverte de base, c'est un truc humain. Ouais. Toujours le fait de vouloir connaître davantage et de repousser les limites, d'aller que ce soit chez nous ou ailleurs. Exactement. D'ailleurs, ce dont tu parlais, là, l'isolement, tout ça, c'est vachement bien retranscrit dans les films en général. Hein. Alors, ça dépend lesquels. Par exemple, on peut citer Gravity. Gravity, oui. Ouais. Bah, Gravity, très clairement, il te présente l'espace, déjà d'un point de vue solitaire, d'un seul personnage, mais qui est en dérive totale. Ouais. Donc oui, là, on a Sandra Bullock qui est dans un monde qui est absolument pas hospitalier. Et oui, tu peux flipper avec elle. T'es en apnée pendant tout le temps du film, quoi. T'as des contre-exemples? Ouais, les Star Wars, par exemple. Ouais. Star Wars, pour moi, c'est pas un film dans lequel l'espace est dangereux pour toi. Il y a d'autres menaces, mais l'espace, c'est un truc, voilà, t'as des vaisseaux, on va d'une planète à une autre hyper facilement, rapidement. C'est peuplé, surpeuplé. Exactement, il y a tout un tas d'espèces que l'on côtoie, avec lesquelles les êtres humains s'entendent bien. T'as grandi, en fait, le monde à une échelle galactique, mais voilà, il n'y a rien de plus. Tous les films, justement, qui te présentent du space opéra, pour moi, c'est pas des films dans lesquels je me sens à l'étroit. Non, c'est clair. Gravity, effectivement, ça en fait partie. 2001 2001, Lycée d'espace, carrément. Je sais pas pourquoi, je pensais à Silent Running, qui est un film des années 70, qui parle d'écologie, le fait de sauvegarder une faune, surtout une flore, pardon, dans des vaisseaux qui partent loin dans l'espace, quoi. D'accord. Avec un mec qui est une sorte de grand jardinier dans un grand vaisseau. Bref, regarde-le, ça vaut le coup. C'est très particulier comme film, mais ouais, c'est un film qui a atteint son statut culte il y a quelques temps. On en a parlé beaucoup il y a quelques années, et ouais, je l'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça. Je note. Mais voilà, là, tu as l'univers comme étant quelque chose de pas très cool. Ouais. Un petit dernier qui nous fait bien baliser quand tu le regardes. Interstellar. Tu me cherches là. Tu me cherches. The Martian. Ouais, bah voilà, exactement. The Martian, ouais, carrément. Là, ouais, tu vois qu'on a un mec qui est perdu sur une planète, Mars en l'occurrence, qui est tout seul et qui est paumé. Et alors, bah, c'est aussi le truc du film, c'est la survie de ce mec, mais t'as pas l'impression que ce mec, il est vraiment en difficulté. Ouais, ok. Bah, Matt Damon, tu vois que c'est l'astronaute. Bon, c'est un Est-ce que Matt Damon a déjà été en difficulté dans sa vie? C'est ça le truc. Ah bah, ça, je sais pas, mais en tout cas, voilà, tu vois que quand il reste sur la planète, il fait ah bah voilà, le mec, il commence à recultiver, déjà il se reconstruit son abri, ok l'abri il est safe, maintenant il refait de la bouffe, ok tout va bien, et au final il va trouver des moyens de recommuniquer avec la Terre, et au final ça va, ça se passe pas trop mal. J'ai quand même vachement plus flippé pour Sandra Bullock que pour Matt Damon. Oui, voilà. Ouais, certes. T'aimes bien les jeux vidéo dans l'espace? Bah ça dépend lesquels. Ouais. Ça dépend. Genre No Man's Sky? Alors No Man's Sky, ouais, carrément. Mais No Man's Sky, c'est pareil, tu vois, je le mets un peu dans l'esprit Star Wars, c'est-à-dire l'espace, c'est plusieurs mondes qui te sont proposés et dans lesquels tu peux aller visiter. En fait. C'est un peu ce que font pratiquement tous les jeux dans le genre, quoi. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Tu découvres des mondes et puis tu vas d'une planète à une autre avec ton vaisseau et tu te balades. Parce que si c'est pour subir l'hostilité de l'espace, c'est pas facile à faire, quoi, en jeu vidéo. Mais t'en as des jeux, t'as Adrift qui est particulier. Je suis pas allé jusqu'au bout parce que au bout d'un moment la mécanique était trop répétitive et je me suis un peu lassé. Mais le jeu proposait un scénar qui était pas mal. Justement, t'es dans une base spatiale qui part à la dérive. Donc il faut que tu survives, il faut que tu foutes le camp. La notion d'apesanteur était pas mal. Graphiquement, ça tenait la route. C'était un petit jeu indé, mais ouais, c'était sympa. Factorio, t'as déjà joué? Non, j'ai pas joué. Je connais. Il est génial, ce ouais, paraît-il. Mais non, je sais pas le genre de jeu qui m'attire. Non. Ouais, c'est génial. Bah, c'est un mec qui est sur une planète et il faut qu'il construise une fusée avec. Ouais, tout à fait. Tu fais du farming et tout, mais bon, voilà, je suis pas. Le farming, c'est pas. Je pourrais en parler des heures de Factorio. D'accord. Il est monstrueux. Mais à la place de ça, on va parler pendant des heures de Moon. Des heures? Au moins une. Voilà un film qui dépeint une situation assez particulière, dont on n'a pas trop l'habitude justement dans les films d'espace. Ouais. On va dire que dans beaucoup de films qui traitent d'espace, il y a cette notion-là, on va en parler quand on va aborder les sujets du film, mais je trouve que la manière dont il l'amène, c'est sympa. Eh ben écoute, plongeons dedans. En avant? Allez, tu veux commencer par la petite fiche technique? On peut. Allez. Alors, pour Moon, film indépendant britannique sorti en 2009 d'une durée d'1h37, ce drame sur fond de science-fiction d'après l'histoire de Nathan Parker est le tout premier long métrage de Duncan Jones, un réalisateur anglais qui compte 4 films à son palmarès. Moon, dont nous allons discuter ce soir, le très sympathique Source Code en 2011 avec Jack Gyllenhaal et Michelle Monaghan, Warcraft le commencement en 2016 et Mute en 2018, que je ne connais pas encore, mais que je vais regarder très prochainement parce qu'il est a priori le prolongement de l'univers créé dans Moon, et du coup ça m'intéresse. Yes, même le personnage de Sam Bell figure dans ce film. Ouais. Exactement. Mais surtout, information qui a son importance, Duncan Zoe Jones, de son nom complet, est également connu pour être le fils de David Bowie, que nous avons rencontré la semaine dernière dans Le Prestige avec Eddie. Au scénario, on retrouve Duncan Jones, donc,
À la musique, Clint Mansell, ancien chanteur et guitariste du groupe Pop Will Eat Itself, ou de Poppies, il est connu pour avoir composé la musique de tous les films de son ami Darren Aronofsky, dont le cultissime titre Lux Aeterna de Requiem for a Dream, entre autres. Alors, c'est peut-être la BO la plus reconnaissable du monde. Quoi. Surtout cette musique, elle a tellement été utilisée aussi après, ne serait-ce que dans les bandes annonces. Ouais. Rien que ça. C'est clair. Le Seigneur des Anneaux avait quand même cette musique pour la bande-annonce des 2 tours, je crois. D'accord. Mais avec une légère réorchestration, un peu plus épique, on va dire. Ouais. Mais ouais, après, on l'a trop entendu, cette musique. C'est vrai, c'est dommage d'ailleurs. De quoi? Parce qu'on l'ait autant entendu, quoi. Ouais, ça passait dans tous les trucs de TF1. Et... Alors, pour TF1, dans toutes ces émissions un peu d'injustice, de trucs comme ça, à la limite, pourquoi pas, parce que c'est quand même une musique qui est badante. Mais moi, je sais que c'est une BO que je me suis écoutée un soir. Je l'ai écouté qu'une seule fois dans ma vie, cette BO. M'a tellement foutu le bad que plus jamais je l'écoute. La BO la BO, elle me stresse. Et au final, c'est pas tant cette musique qui me stresse, c'est toutes les autres. Ah ouais. Il y en a une, notamment celle avec la mère, quoi. Ouais. Oh putain, celle-là, rien qu'à l'écouter, elle me stresse. Mais bon, c'est génial quand même. Ça contribue à ce truc qu'il y a dans le film. C'est clair. Si vous n'avez pas vu Requiem, mangez bien avant. Ne le faites pas. Mangez bien avant, voilà. Et après, vous le mettez tranquille. À la direction artistique, Hideki Arishi. Au décor, Tony Noble. Au costume, Jen Petrie. À la photographie, Gary Shaw. Et au montage, Nicolas Gester. Voilà pour la fiche technique. Que des gens connus. Exactement. C'est un petit film indépendant. Effectivement, après. Budget de 5 millions, c'est ça Je vais y aller juste après. Parce que maintenant, on place à la distribution. Désolé, avec je t'ai quelques acteurs. Je t'en prie, pas de souci. À la distrib, on retrouve en personnage principal Sam Rockwell dans le rôle de Sam Bell, un acteur multifacette qui incarne aussi bien les rôles de dangereux psychopathe, de gentil naïf, de flic raciste, d'avocat humaniste ou encore d'agent secret hyper cool dans plus de 80 films comme La Ligne Verte en 99 de Frank Darabont, H2G2, Le Guide du Voyageur Galactique en 2005 de Garth Jennings. Est-ce que tu l'as vu? Oui, carrément. Ouais, bien. Ouais, c'est cool, franchement. Alors, que je ne dise pas de conneries, mais de souvenir, l'ouverture du livre commence par la première trilogie en 5 volumes. D'accord. C'est l'une des premières phrases du bouquin. Okay. Alors, j'ai plus le nom en tête du gars, mais c'est le même écrivain que Discworld. Le titre original, c'est Hitchhiker's Guide to the Galaxy, c'est ça? Exact, c'est ça. Ah putain, je me rappelle plus de l'auteur. Qui est un film fun. Ouais, le bouquin, c'est un classique. Ouais, carrément. Je reprends donc. Three Billboards, Les Panneaux de la Vengeance en français, qui est un titre extrêmement pourri, mais dont le film est juste monumental. Ouais, génial. Il joue tellement bien le flic. Ah ouais, lui, il est détestable au possible, quoi. En 2017, de Martin McDonough, le cas Richel Jewell en 2019 du très grand Clint Eastwood, et plus récemment dans Argyle ou Argyle en 2024 de Matthew Vaughn. Et personnellement, c'est un acteur que j'aurais bien vu dans The Boat That Rocked ou Good Morning England en français, film de Richard Curtis en 2009, parce qu'en plus d'être un vrai caméléon, je trouve qu'il a un groove d'enfer, et ça, c'est pas donné à tous les acteurs. Pour moi, Sam Rockwell. Ouais. C'est Charlie, c'est drôle de dame. Non. Ah. Non. C'est surtout un chef de gang dans Tortue Ninja. Oui, exact. C'est vrai. Mais je crois d'ailleurs que c'est son premier rôle vraiment où les gens le retiennent un peu, quoi. Un des premiers rôles. Ouais. Exact. C'est celui qui a introduit tous les nouveaux petits jeunes qui leur dit ici les gars, il y a tout, quoi. Et l'autre gars il arrive, il fait il y a même des cigarettes. Le gars il sort 2 cartouches comme ça, il fait normal ou menthol. C'est Sam Rockwell, quoi. Et ouais, ça fait... Quand j'ai vu que c'était lui. Alors Tortue Ninja. Laisse tomber, quand j'étais petit, je l'ai vu 50 millions de fois. Comme tous les gamins. Alors quand j'ai vu qu'il a joué dedans et qu'il avait écrit chef de gang, je savais exactement qui c'était. D'un coup, j'ai tout remis. Je me suis remis la photo justement de Sam Rockwell dans Les Tortues Ninja. Putain, c'est vrai que la gueule. Le temps a passé, quoi. Ouais. Aux côtés de Sam Rockwell, on retrouve Kevin Spacey, en tout cas sa voix, qu'il prête au personnage de Jerty, un robot assistant. Acteur que l'on ne présente plus et dont nous avons déjà parlé dans le guest sur Seven avec Anna. Yes. La petite info, 60 films en tant qu'acteur, ce qui est 20 films de moins que Sam Rockwell, mine de rien. Quel naze le mec. Non, en revanche, il a tout un tas de séries aussi. Ouais, c'est vrai. Et puis bon, à partir de 2017, on va dire qu'il a eu une carrière qui a un petit peu diminué. Ouais, vacillante, ouais. Bon, c'est un autre débat. Et apparemment, il a accepté le rôle, mais seulement s'il aimait le film à la fin. Ouais. Et il l'a kiffé, donc il l'a fait. D'accord. Voilà. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Voilà, c'est ça. Et pour le reste du casting, les très brèves apparitions de Dominique McElligott dans le rôle de Tess Bell, actrice notamment connue pour avoir interprété le personnage de Anna Conway aux côtés de Kevin Spacey, justement, dans les saisons 4 et 5 de House of Cards, mais surtout pour son rôle de Queen Maeve dans la série The Boys. Ouais, magnifique cette femme d'ailleurs. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je la préfère d'ailleurs en blonde. Autre personnage, Kaya Scodelario, dans le rôle de F. Bell, adolescente,
qui signe ici son tout premier long métrage. On la retrouvera plus tard dans la trilogie des Labyrinthes ou de Maze Runner entre 2014 et 2018, le crocodilesque Crawl de Alexandre Aja en 2019, mais surtout dans les séries Skins entre 2007 et 2013, et plus récemment dans The Gentleman de Guy Ritchie en 2024, dans laquelle elle incarne le personnage de Suzy Glass, que j'admire particulièrement. Si tu l'as pas vu, je te la conseille fortement, la série. Ça veut dire quoi, crocodilesque ? Parce que c'est un film de crocodile, tout simplement. Et franchement, c'est cool à regarder, quoi. Ok. Il est cool. Et d'ailleurs, elle adore Schwarzy. D'accord. Elle a donc un chien qui s'appelle Arnie. Ok. Voilà, pour continuer dans les uppercuts. Rosie Shaw dans le rôle de Eve Bell, enfant, Benedict Wong dans le rôle de Thompson et Matt Berry dans le rôle d'Overmeyers. Eux, tu les aimes pas. Pourquoi ? Non, c'est on peut très parler court, alors, court. Rosie Shaw, elle est, je sais pas, elle doit avoir 1 an ou 2 dans le film, donc je pense pas que sa carrière ait décollé depuis 2009. Benedict Wong, si tu veux, on peut en parler. Hein. Là, récemment, on l'a vu dans Le Problème à 3 corps. Mm-hmm. Ou alors, on l'a vu aussi aux côtés de Benedict Cumberbatch dans la saga des Doctor Strange. Ok. Par contre, Matt Berry, j'en ai aucun. Je ne sais pas qui est cet homme. Avec un très modeste budget de 5 millions de dollars et une diffusion dans les salles assez timide, pour information, il n'y aura aucune projection officielle dans les salles françaises, ce qui était bien dommage d'ailleurs. Okay. Le film atteindra néanmoins la barre des 9 800 000 $ au box-office mondial et se fera surtout connaître par l'intermédiaire des festivals à travers le monde, le tout premier étant le Sundance de New York en janvier 2009. 37 nominations et 28 récompenses pour Moon, dont le meilleur film à la 12e cérémonie des British Independent Film Awards, le Grand Prix du jury aux Utopiales 2009 et l'année d'après au 17e Festival international du film fantastique de Gérard May, le BAFTA du meilleur premier film pour un réalisateur, scénariste ou producteur, toujours en 2010, et enfin la mention film à surveiller au Phoenix Film Critics Society Award, parce que la nomination film à surveiller, c'est quand même quelque chose. C'est pas mal. J'imagine trop le jury qui vient de voir le film. Ouais. C'est un film à surveiller, ça. Je vois pas l'intérêt de dire ça. Pas. Bref, pourquoi pas. Genre, alors ça c'était en 2009. Nous sommes en 2024 et nous surveillons encore. Voilà, c'est ça. Je sais pas, soit le film tu l'as aimé et tu te donnes un prix, soit le film tu l'as pas aimé et tu dis rien, mais film à surveiller quand même. Au cas où ça évolue, quoi. Voilà pour la fiche technique. Super. Ben, à l'instar de Cohérence, c'est un film, je pense, qui a été mal distribué. Mais quand les gens sont tombés dessus, il y en a beaucoup qui sont vraiment amoureux, quoi, du film. Ouais, plus que de la distribution, je pense surtout que le fait que ce soit des films indépendants, effectivement, donc ils ne bénéficient pas d'une très grande visibilité ou d'un gros coup marketing derrière, forcément ça passe un petit peu sous les radars. Ouais. Je pense aussi que l'intérêt que les gens ont pu avoir par rapport à ce film-là, au même titre que Cohérence, hein, c'est justement parce que c'est des films de niche. Quand tu tombes sur des petites pépites comme ça, tu les apprécies plus justement que des gros blockbusters. Parce que tout le monde les connaît, parce que tout le monde donne leur avis. Là, au moins, quand tu tombes sur des films comme ça, tu dis « Ah ouais, film qui sort un petit peu de nulle part. » Et puis en plus, souvent même, c'est des films qui ont des trucs à raconter. Et je pense aussi que ce sont des films qui sont sincères, d'une certaine manière. À l'inverse, justement, de certains temples où tu vas voir le film, tu te dis « Bon, ben voilà, c'est un produit marketing, ça va casser la baraque, que ça plaise ou que ça plaise pas, ça va faire du chiffre et c'est cool. » Donc, moins il y a de budget, plus c'est sincère. Je pense. Ouais. Alors, je dirais pas que c'est une généralité, parce qu'il y a justement de très grands réalisateurs qui font de très grands films et qui mettent énormément dedans, d'investissement personnel, avec des visions, avec... comme Nolan, par exemple. Oui, exactement, comme Nolan, ou comme Peter Jackson, ou comme Guillermo del Toro, et plein d'autres. Mais ouais, je pense que les films indépendants, déjà pour qu'ils sortent, il faut mouiller la chemise. Bah, ils en ont besoin, en fait. Voilà, c'est ça. Donc derrière, tu mets davantage... Ouais, j'aime beaucoup les films indépendants. Ça propose souvent des trucs différents de ce qu'on a l'habitude de voir, et c'est ce qu'on cherche aussi un petit peu. T'as une manière, toi, de les trouver, ces films-là ? Non. Je t'avouerais que justement... Bouche à oreille. Ouais, voilà, tu te renseignes, tu lis, t'écoutes, tu vois un petit peu ce qui sort au cinéma. Du moment que tu rencontres un film qui n'a pas été annoncé, déjà tu vas essayer un peu plus de t'intéresser en fonction du sujet, si ça peut me plaire ou pas, je fonce, quoi. Très bien. Alors, rentrons un petit peu dans le film. Est-ce que tu peux nous faire un petit synopsis rapidos avant de passer dans la zone des spoilers ? Yes. Alors, on est en 2035. Ouais. Et la Terre, elle doit gérer une crise énergétique. Donc, on a une entreprise qui s'appelle Lunar Industries, qui règle le problème de l'énergie sur Terre en farmant de l'hélium-3 sur la Lune. Une source énergétique qui, a priori, couvrirait 70%, 80% de tous les besoins de la planète. Pour ce faire, ils mettent en place une station sur la Lune, la face cachée, tout à fait, avec des genres de moissonneuses géantes qui font le taf, quoi. Et pour gérer la station et les envois d'hélium par capsule vers la Terre, ils envoient individuellement des hommes avec des contrats de 3 ans.
Et on va suivre les derniers jours, donc les 2 dernières semaines de contrat d'un mec qui s'appelle Sam Bell, qui est le dernier employé en date dans cette station, tout simplement. Lui, son job, c'est tout simplement de suivre les récoltes, on va dire, du minerai. Il fait pas grand-chose finalement. Hein. Non, après il check. Ouais, et puis il gère les capsules aussi, tu le vois aussi qui... C'est le seul truc qui fait vraiment lui, c'est-à-dire une fois que les moissonneuses ont récolté suffisamment, lui il met ça dans des espèces de grosses capsules et hop, il les envoie direction la Terre. Après c'est de la maintenance. C'est ça, c'est de la maintenance. Et voilà, ça c'est les prémices du film. Je crois qu'il faut pas en dire plus. Non, je pense qu'il vaut mieux s'arrêter là pour la partie description du film. Si ça vous intéresse, allez-y, parce que ça vaut le coup. C'est un film qui propose un scénario particulier et qui le propose bien. Ouais. Maintenant, on va rentrer dans la zone des spoils. Yes. Alors, on va attaquer direct. Est-ce que tu as aimé ce film ? J'ai adoré ce film. Ouais. Mais tu le savais déjà. Ah. Non, pas du tout. Non ? Alors, je me doutais un petit peu. Ouais. Pour 2 raisons. La première, c'est que on est quasiment dans un huis clos. Ouais. Puisque même si on a une grande surface de la Lune qui nous est développée, où on voit en tout cas Sam qui évolue dans cet espace-là, il reste avant tout dans sa base. Même si elle est relativement grande, il n'en sort pas. La définition du huis clos, c'est quand même un peu ambigu. Oui. Parce que j'ai l'impression que rien que le fait qu'il soit tout seul dans la station, c'est forcément un huis clos. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le deuxième point que j'allais aborder justement, c'est qu'il est quasiment tout seul. Ouais. En fait, c'est ça le truc. Il y aurait plein de gens dans la station, je te dis non, c'est pas un huis clos. Ouais. Mais là, il est tout seul, donc oui, c'en est un. Quoi, mais c'est ça qui est étrange, puisqu'on a regardé Cohérence, il y avait quand même 8 personnes dans une seule pièce, c'est un huis clos. Pourtant, il y a 8 personnes. Ouais, là, il y a une seule pièce. Voilà, là, on a un seul mec dans une base gigantesque, plus l'extérieur. Mais d'où l'ambiguïté de la définition du huis clos en lui-même. Ça peut être différents formats, quoi. Comme Locke avec Tom Hardy qui se passe tout dans une voiture. Dans une voiture. Là, on peut pas plus huis clos. Non. On peut pas plus huis clos que Buried. Merci. J'étais exactement en train de penser à celui-ci avec Ryan Reynolds. Tout à fait. Là, passer tout un film dans 1 mètre carré, c'est quand même une prouesse. C'est assez fort. Ouais. Donc, j'ai beaucoup aimé, forcément du fait que c'est un huis clos spatial en plus. Ouais. J'ai toujours un intérêt pour ce genre de film. Ouais. Tout à fait. Et par l'aspect sentimental du film, on va dire, par certains thèmes qui résonnent avec moi. Et la performance de Sam Rockwell, qui est quand même folle. Ouais. Top level, quoi. On va en parler. Alors, j'ai vu beaucoup de gens crier au vol d'Oscar pour lui. D'accord. Mais je ne serais pas allé jusque-là quand même. La prouesse est qu'il a joué les 2 rôles. Même 3. Et qu'il s'est donné la réplique pendant tout le film. Ouais. C'est fou. Ouais, c'est fou. Et qu'en plus, il fait vraiment 2 personnages différents, quoi. Ouais, qui agissent différemment. Ouais. Donc, on va peut-être plonger un peu plus dans les événements du film. En avant. On se rend compte que son seul moyen de communication avec sa famille, c'est par des enregistrements vidéo interposés. C'est ça. Donc, il n'y a pas de communication directe. Non. Le seul autre être qui est avec lui, avec lequel il communique, c'est donc Gertie, une machine programmée, comme tu l'as dit, pour s'occuper de lui et de son bien-être et pour l'assister dans ses différentes tâches. C'est ça. Et on le rencontre, donc le personnage de Sam Rockwell, à un moment où il commence à se taper des hallucinations. Ouais. On le voit à un moment donné, il voit une femme. D'ailleurs, c'est jamais vraiment expliqué. Hein, non. Il se tape des halus. Quoi. C'est ça. Et on voit Gertie qui commence à s'interroger sur sa santé. On se lui dire, t'es sûr que ça va et tout. Et tu vois que lui, il essaye de cacher le truc et tout. Et à un moment donné, il va sortir dans son module à 6 roues. Il va avoir un accident. Ouais. Justement, causé par une vision. Ouais, exactement. Une vision d'une femme qui est plus ou moins à l'extérieur de la surface, quoi. Et il va taper dans une des moissonneuses. Sauf que la moissonneuse, comme elle est quand même vachement plus balèze que son petit module, en fait, il va littéralement se faire écraser par la moissonneuse. Mais il va se réveiller à l'infirmerie. Un peu patraque, hein. Ouais. Tu vois que le mec, il a pris un coup, quoi. Ouais. Il est pas bien. Bizarrement, il est pas pareil. Il est pas en forme. Et donc, il va se réveiller, il va se lever, et il va surprendre une conversation en direct entre Gertie et les boss de chez Lunar, apparemment. Donc là, il commence à se demander ce qui se passe, il se pose des questions, et il va entamer là donc des différents petits tests, qui apparemment sont des tests qu'il fait régulièrement. Cognitifs et autres. Mais il va continuer à se poser des questions sur ce qui se passe dans la station, et ce qu'on lui cache. Et il a cette envie, cette pulsion d'aller voir le lieu de l'accident. C'est ça. Donc il va un peu gruger Gertie en lui disant « T'inquiète, je sors juste pour vérifier un truc ». Et Gertie le laisse sortir et il va aller voir le site du crash. Effectivement, on trouve bien le module compacté sous une des grosses chaînes, on va dire, de la moissonneuse. Ouais. Et il va regarder à travers la vitre, sauf qu'il y a un truc dedans. Ouais. Et là, premier événement, gros événement du film, il va se voir lui-même complètement éclaté à l'intérieur du module.
et il va le sortir, et il va le ramener à l'infirmerie, à la station. Parce que le corps est toujours vivant. Yes. On se rend compte que le Sam de l'infirmerie donc n'était pas le même que celui d'accident. C'est ça. Ce qu'ils ont voulu nous faire croire. Exactement. Des petits salauds. Et que ce sont des clones. Tout à fait. Donc on les voit qui sont effectivement très différents. On a un qui a la santé très vacillante. L'autre qui est en pleine forme. Effectivement, les deux personnages n'ont pas du tout la même santé. Et ils vont quand même se poser des questions. Le Sam blessé, celui qui est là depuis beaucoup plus longtemps et qui doit partir dans 15 jours justement, pense encore qu'il est en train d'halluciner. Il a eu des hallucinations un peu plus tôt. Il se dit, ouais, le gars que je suis en train de voir avec des lunettes qui est juste au fond de la pièce là, c'est dans ma tête, quoi. Il l'ignore presque. C'est ça. Mais le deuxième aussi, c'est-à-dire le Sam Bell tout neuf, tout beau, avec ses petites lunettes sur la tête, lui, t'as l'impression vraiment qu'il le regarde sans trop le regarder, il y croit pas, il se pose davantage de questions. Lui, tu vois qu'il est en train de se dire, ok, je suis un clone de ce mec-là. Et peut-être que ce mec-là, d'ailleurs, c'est pas l'original. C'est peut-être lui aussi un clone. C'est lui qui a intercepté la communication entre Gertie et Lunar. Et donc, c'est lui qui se pose les questions. Lui, il commence à avoir des doutes. Il continue de subir. Ça fait presque 3 ans qu'il subit. C'est ça. Continue, quoi. Les ellipses de temps vont commencer à apparaître et on voit que les deux vont commencer à échanger. Et on s'aperçoit rapidement que les deux personnages, quand bien même ce sont des clones, tous les deux, ils ont des agissements et des manières de penser différentes. L'un est plus calme que le deuxième. L'autre, après, a quelques problèmes de colère. C'est ça. Mais c'est pas stipulé tout de suite que c'est des clones. Non, pas du tout. Tu te poses la question pendant un bon bout de temps, quand même. En tout cas, il y en a un, on se dit, bon, celui qui vient d'apparaître, c'est le mec qu'ils ont mis sur pied pour le remplacer, parce que le premier est foutu. Il est mort, il est dans son module. Bon, il faut que la base continue à tourner toute seule. Donc, activons le clone numéro 1, on va dire, le mec de secours, et comme ça, le boulot continue. Effectivement, on n'est pas encore conscient que le premier, c'était déjà un clone. Et avec toutes les questions qu'ils vont se poser ensemble, parce qu'ils vont commencer à communiquer, comme tu l'as dit, ils vont même poser des questions à Gertie, qui va bizarrement être plutôt honnête avec eux. C'est ça. Donc il va leur expliquer carrément ce qui se passe. Alors justement, je vais profiter de ce point pour amorcer quelque chose. La première fois que j'ai vu le film, je m'étais déjà fait une petite idée de ce que j'allais voir. Je me suis dit, ok, on est sur une base spatiale, le mec il est tout seul, ah ok, il a un double qui va arriver, situation plus ou moins classique, le clone et sa version originale. Je me suis dit, bon, forcément, il y en a un des deux qui va buter l'autre pour prendre sa place, parce que deux mêmes personnes ne peuvent pas cohabiter ensemble. Au même titre que quand tu vois la première conversation qui est interceptée par Sam entre justement Lunar et Gertie, je me suis dit, bon, on a aussi le cas classique de, on a le gentil robot qui est en fait un beau salopard, et en fait, justement, c'est tout le contraire. C'est vrai. On a des doubles altruistes, un Sam Bell qui apparaît en double, et on verra un peu plus tard même en triple, et qui ne sera jamais un ennemi, ni même un rival pour le premier, mais bien au contraire, tous les deux vont s'entraider jusqu'au bout du film, à l'inverse d'Emily dans Cohérence, par exemple. Et Gertie, donc l'assistant robotique parfait, là encore, on est très loin de HAL 9000 de 2001 Odyssée de l'espace, ou de H dans Alien, même si H c'est un androïde, c'est pas vraiment un gros robot. Et on découvre un robot, effectivement, aux petits soins, qui propose du thé à Sam quand il va pas bien, alors avant l'accident et même un peu plus tard, et qui, petit à petit, va donner des tuyaux, en fait, un peu à ces deux clones. Il stipule plusieurs fois qu'il est là pour l'aider, quoi. Lui, il est programmé pour l'aider, donc en fait, peu importe ce qu'il va lui demander, peu importe ce qu'il va faire, il va vouloir l'aider, quoi. C'est ça. Même s'il agit selon un protocole bien précis, la conversation en live avec Lunar Industries, justement, nous le prouve, mais il est absolument pas dangereux pour personne. C'est vraiment un robot assistant, tout ce qu'il y a de plus sympa, quoi. Voilà. Son protocole, il est pas fermé, quoi. Non. Il est exploitable, on va dire. Tu vois même en fait que le robot, finalement, il a presque une... Alors c'est un des sujets que le film aborde, mais il a une âme, quoi, ce robot. Il a un côté humain clair. Il n'est pas juste binaire, quoi. Il réfléchit de lui-même, il agit pour les autres par sa propre volonté. Ça fait un personnage vraiment à part entière. Et il a un visage. Et il a un visage, effectivement. Alors ça, on l'a pas stipulé, mais je trouve aussi son design top. Alors au même titre que la base. Excellent. Moi, la base, elle me fait énormément penser au Nostromo dans Alien. Tu vois, cette espèce d'énorme structure dans un futur, on va dire, mais avec une construction et un design un peu à l'ancienne. Vraiment typique des années 70-80. Très carré, avec les bords arrondis, volumineux, blanc, très contrasté. Carrément. Et Gertie, c'est pareil. C'est une espèce de, de grosse machine à café, le truc, qui flotte un peu avec un espèce de bras avec deux pinces qui servent de main. Accroché à un rail. C'est ça. Il a une petite tablette avec une tasse à café qui est toujours là. Il a des post-it à moitié arrachés. Il a des marques de stylo.
Tu vois qu'il est pas très propre comme robot, quoi. Il est un peu usé. Il est un peu cartoonesque. C'est pas Wall-E, mais tu le situerais dans ce genre de film. D'univers. Mais voilà, à l'inverse d'une Eve qui est parfaitement clean, lui, il est tout pourri. Et il a un petit écran, donc, avec des smileys. Mais même ça, c'est pas des smileys super beaux, super fluides. C'est vraiment que des clip art allumés éteints, quoi. Avec, je sais pas, il y a combien? Il y a 5-6 tronches différentes. Il sourit, il fait la tête, il se pose des questions, il est un peu triste, et c'est tout, quoi. Et il passe de droite à gauche. À un moment, il a la petite larme. Il a la petite larme, c'est ça. Le design, il me fait un peu penser au robot dans Portal. C'est ça, exactement. Sauf que l'autre, il a quand même un visage beaucoup plus grand et... Tu parles de Portal 2 surtout. Ouais, les deux, c'est un peu comme tu dis, blanc, arrondi, carré. Il irait très bien dans ce genre de jeu. J'aimerais te parler d'un livre. Ouais. Je sais pas si tu l'as lu, mais je te conseille, et je conseille à tout le monde qui nous écoute de le lire aussi. Il s'appelle Projet Dernière Chance de Andy Weir. Donc Andy Weir qui a fait aussi The Martian. Excellent bouquin. Ok. Je l'adore. Il est facile à lire. Donc c'est l'histoire d'un gars qui se réveille dans un vaisseau spatial et tout son équipage il est mort. Ok. Et il sait plus du tout ce qu'il fout là. Il sait plus qui il est et il sait pas pourquoi il est à des millions de kilomètres de la Terre. D'accord. Ce film me fait penser à ce livre parce qu'il est question aussi de farmer une ressource particulière dans l'espace. Donc je le conseille. Ok. Donc on a les deux Sam qui vont un peu s'allier et ils décident de trouver un moyen de communiquer avec la Terre. Donc ils se rendent compte qu'il y a des antennes qui bloquent les ondes de communication et ils vont décider de détruire ces bloqueurs. Donc ils vont sortir avec leurs modules, ils vont aller chacun d'un côté et scruter les environs. Ils vont péter certains pylônes et le Sam numéro 1 va appeler chez lui et il va se rendre compte que sa femme déjà est morte. Exactement. Et que sa fille a non pas 1 an comme elle a dans la vidéo, mais qu'elle a 15 ans. Exactement. Non seulement ça, mais que son père, donc Sam Bell, est présent derrière elle, chez elle. On l'entend à la fin de la conversation qu'il appelle. Donc là, à ce moment-là, dans la tronche du clone, ça doit cogiter. Ouais, c'est le moment fort du film. Alors, en plus de ça, je trouve que la mise en scène à ce moment-là du film est top. Parce que, de souvenir, il regardait la vidéo à l'intérieur du module. Tout à fait. Et quand il commence justement à se rendre compte que, en fait, lui, il est là depuis le début dans un corps qui n'est pas celui qu'il pensait, c'est-à-dire Sam Bell original, qu'il est donc le clone de ce gars-là, qui lui vit sur Terre et qui vit sa vie... la vie qu'il veut. Avec des gens aimants, voilà, la vie que lui a attendue depuis 3 ans à l'intérieur de cette base. 3 ans, il a donné 3 ans. C'est super long, quoi. À 15 jours d'ailleurs de la retraite, on va dire ça. Donc là, le personnage craque, il fond en larmes et il commence à dire je veux rentrer à la maison. I want to go home, I want to go home. Et à ce moment-là, tu te dis, mec, mais en fait, ta maison, c'est la base lunaire, quoi. T'en as pas d'autre. Toutes les pensées et tous les souvenirs que ce mec a, tout ça, c'est ni plus ni moins que les souvenirs du Sam Bell original. C'est pas lui, donc. Toute sa vie n'est qu'un mensonge. Donc, vraiment, lui, il n'a pas spécialement d'autres maisons que ce qu'il a toujours connu, c'est-à-dire Lunar Industries. Et à ce moment-là, c'est pour ça que je dis que la mise en scène est top, on est hors du module pendant qu'il pleure et qu'il dit I want to go home, et on a la caméra qui fait un léger travelling. On a donc le module qui est tout seul sur la Lune, et là on commence à voir apparaître la Terre qui rentre dans le champ et qui se positionne pile poil en face du module. Donc non seulement tu te dis, mec, mais ta seule baraque, elle est derrière, c'est la base, et même si tu veux aller sur Terre, c'est là-bas, quoi. Tu peux pas. C'est super loin, t'as pas de vaisseau, t'as rien, t'es prisonnier de ce petit bout de vie qui t'est possible, c'est-à-dire ce module ou cette base sur un astre qui est à 300 000 km de la Terre, quoi. C'est là où tu te rends compte de la profonde solitude que ce personnage peut avoir à ce moment-là. C'est un peu la même sensation ce moment-là que quand tu regardes Sandra Bullock perdue dans l'espace. Tu te dis, c'est foutu. Voilà, tu te dis, qu'est-ce que tu veux faire? Plus rien, quoi. T'es rien du tout. Sauf que Sandra Bullock, elle est vraiment en perdition. Oui, et elle sait où elle en est, quoi. Tu vois, alors que Sam Bell, il doit se rendre compte à quel point sa vie n'est pas ce qu'il croyait qu'elle était, quoi. Sa vie est un mensonge, mais lui, il est prisonnier. Alors certes, il y a un objectif dans sa vie. Tout ce qu'il entreprend, justement, c'est pour le bien-être de l'humanité. Il y a un but. Sa vie, c'est pas juste du néant. Mais tout ce dont il se souvient, la vie qui s'est projetée plus tard, tout ce qu'il a comme objectif personnel, ça s'effondre. C'est rien. Exactement, tout s'effondre à ce moment-là. Et ce passage-là, d'ailleurs, Sam Rockwell le joue magnifiquement bien. Il est top, hein. Il est vraiment bon. Tu le disais tout à l'heure, les deux personnages ne se ressemblent pas, c'est vrai. Il les interprète
parfaitement tous les deux, mais même, il est touchant à ce moment-là. Tu crois à sa détresse, à son mal-être. Même à son quotidien, quoi. Quand tu le vois avec ses plantes, il y a plein de moments de vie où voilà, tu t'y crois à son truc, quoi. Effectivement, son quotidien, entre le fait qu'il sculpte cette espèce d'énorme ville, c'est des passages où tu vois que c'est un mec tout ce qu'il y a de plus normal. Ouais, carrément. Qui se trouve des occupations justement pour que le temps passe plus vite, quoi. Et c'est intéressant le truc des maquettes là d'ailleurs. Ouais. Parce que il dit, je me rappelle même plus comment je l'ai commencé. C'est ça. Je l'ai un peu continué, c'était déjà un peu là et j'ai continué. Et là, tu te rends compte en fait de ce qui s'est passé, quoi. Et puis tu vois que le temps finalement il est long parce qu'il n'a pas fait juste une maison et 2 persos, quoi. Il a fait toute une ville complète. Oui, mais sauf que c'est pas que lui, quoi. C'est les 4 clones qu'il y avait avant lui aussi. Tu peux te poser la question par rapport à ça, puisque le nouveau Sam Bell, qui est arrivé juste après l'accident du module, lui il est incapable de sculpter. À un moment donné, il prend un petit scalpel, il essaye, il n'y arrive pas. Et il le dit, j'arrive pas. Donc on voit que même au niveau des aptitudes, plus qu'une évolution, tu as des aptitudes innées. Il y en a un qui est capable de faire ça, l'autre ne l'est pas. Ah, je suis pas d'accord. Là. Même au niveau du ping-pong, il y a une super scène dans le film, c'est l'une de mes scènes préférées, j'allais y venir un peu plus tard. Quand tous les deux jouent au ping-pong, il y en a un qui joue au ping-pong super bien, c'est le Sam Rockwell qui est tout malade, qui est en train de partir en dégénérescence. Et t'as le tout nouveau, pareil, quoi, il est pas bon. Pour moi, en fait, c'est pas une différence innée chez eux. Pour toi, c'est une différence même dans la création du clone. Moi, je l'entrevois comme ça. Je vois qu'il y a des clones qui sont bons dans certains domaines et d'autres qui sont bons dans d'autres. C'est marrant, moi je le voyais pas du tout comme ça. D'accord, tu penses que l'un évolue ? Voilà, c'est l'acquis. C'est qu'en fait, lui, il a 3 ans de plus. Je me fais chier dans une base, donc je joue au ping-pong. Je suis obligé de faire des maquettes parce que j'ai rien d'autre à foutre. Et en plus de ça, le nouveau clone, il a un tempérament colérique, quoi. Exactement. Et il s'énerve vite, mais sauf qu'en fait, il n'a pas le bénéfice de 3 ans tout seul à être obligé de te tempérer, en fait. Tu vois, tu peux pas vivre comme ça, les nerfs à vif pendant 3 ans. Donc en fait, tu apprends à faire des maquettes, ce qui te calme, ce qui te canalise. Tu parles à tes plantes, tu vois, tu joues au ping-pong, tu fais plein de choses solitaires, mais qui te calment et qui te rendent différent, en fait. Et cette expérience, je pense que l'expérience de rester 3 ans dans une station tout seul, c'est un truc qui te change du tout au tout. Tu es d'accord là-dessus ou pas ? Je suis d'accord avec ça, mais je pense que justement le point de départ de chaque clone est différent. Je pense que tu as vraiment une entité qui est unique. Et en plus de ça, tu dois avoir aussi quelques trucs qui varient. Alors déjà au niveau du comportement, ça se voit. Mais au niveau des aptitudes, j'en suis persuadé. Effectivement, le film ne nous laisse pas. Non, mais c'est une interprétation, mais c'est intéressant parce que moi, j'ai pas du tout pensé à ça. Pour moi, ils partent tous du même instant. Et après, ils évoluent différemment. Ils peuvent évoluer différemment et ils sont pas censés se rencontrer. Exactement. Donc en fait, ils sont pas censés évoluer forcément de la même façon. Mais en tout cas, l'un a 3 ans d'expérience de plus que l'autre. Et donc forcément, c'est un peu ça d'être humain, quoi. Tu vois, c'est moi, je ne suis pas le même que j'étais il y a 3 ans. Et si je me rencontrais maintenant, je me dirais, bah, tu vois, il est pas pareil. Il fait un peu plus ça, il fait un peu moins ça, tu vois. On est d'accord. Mais c'est vrai que le comportement de base entre les deux, un est beaucoup plus calme que le nouveau. Et je pense qu'il y a des trucs qu'il ne pourra pas faire. Justement, faire de la maquette avec son tempérament colérique. Le mec, au bout de 4 minutes, il casse tout. Donc lui, ça serait peut-être pas vers là qu'il irait. C'est marrant, mais je suis pas du tout d'accord. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui va acquérir avec le temps. Ok. Je pense que, par exemple, Sam 1, tu vois son ancien tempérament colérique qui ressort de temps en temps quand il est sur sa chaise et qui met des coups de ciseaux. C'est vrai, sur la coudoir de cette tu vois de fauteuil. Certains trucs qui ressortent, mais je sais pas. Mais après, t'as peut-être raison, hein. De toute façon, il n'y a pas de réponse à cette question. Non, il n'y a pas de réponse. Mais c'est intéressant. C'est ça aussi qui est cool avec ce film, c'est qu'il te propose des pistes, à toi de compléter. Ouais, tout à fait. En tout cas, pour ça, justement, je trouve que le film le fait bien. Moi, je me suis vraiment fait une identité particulière pour chacun des clones. Parce qu'il y a même aussi un passage où on voit un clone précédent qui est en train de s'enregistrer, avec la grande barbe, avec les cheveux longs. Et pareil, il y a dans la manière dont il parle quelque chose qui est encore différent des deux autres. Le seul désaccord qu'on a, c'est est-ce que c'est acquis ou est-ce que c'est inné. Exactement, c'est ça. Comme on le sait, j'ai raison, quoi. Alors, il se rend compte donc que sa fille, elle a 15 ans, tout ça. Il se rend compte que donc, ça fait longtemps que les clones, les uns après les autres, se succèdent, pendant qu'on les nourrit de faux espoirs, tous. C'est ça. Donc ensemble, ils vont faire en sorte que Sam 1 s'échappe pour rejoindre la Terre. Ça. Sauf que, étant aussi malade qu'il l'est, il décide de laisser sa place à Sam 2. Il se dit, il n'y a plus d'espoir pour moi. C'est ça. Il faut que ce soit toi. Ah, il est foutu de toute manière. Et donc il reste sur place et il rencontre son destin, quoi, qui est de rester là sur la Lune. On va juste revenir rapidement sur l'explication. À un moment donné, avec Jerty, ils vont dans une pièce où justement on voit au niveau des vidéos des Sam qui partent
sur la Terre Ouais. via une espèce de caisson de téléportation. C'est la sortie, on va dire. C'est de cette manière que le SAM s'en va. Ouais. Et en visionnant justement les images d'archives qu'il y a dans la base, on comprend que c'est juste de l'extermination. Ouais. Il se fait pulvériser et hop, on fait sortir un nouveau clone et la machine recommence gentiment, quoi. Ouais. Donc là, on a la prise de conscience que effectivement, la grande et méchante corporation Lunar Industries, bah oui, crée des clones pour qu'il y ait un mec là-haut qui fasse tourner le business. On le voit aussi par rapport à la dégénérescence de Sam 1, que les clones ont donc une durée de vie relativement courte. 2-3 ans à peu près. 2-3 ans, pas plus. Et puis à un moment donné, hop. Et c'est pour ça qu'ils font des tests régulièrement pour savoir où ils en sont. C'est ça. Mais tu te demandes ce que Gertie en pense de tout ça, parce que tu as l'impression qu'il pense qu'il a une âme, comme tu dis. Ben justement, le fait qu'il les aide, tu te dis que lui, il n'est pas OK avec ce qui se passe. Ouais. Bah, après, ça dépend, puisque lui, son job finalement, c'est de prendre soin de Sam. De n'importe quel Sam, quel qu'il soit. Et si Sam, la meilleure solution, c'est de le tuer, il le fera. Alors, je ne suis pas persuadé de ça. Par rapport à tout ce qu'on a pu voir dans d'autres œuvres, en général, quand tu as un robot face à un humain qui doit respecter, on va dire, certaines règles, le robot va passer aux armes, quoi. Ouais. Là, c'est l'inverse. Tu découvres en fait un robot qui va être plus bienveillant que ce que tu pensais. Ouais, c'est ça. C'est même encore plus que bienveillant, quoi. Il voit effectivement que les deux là sont en train de se rebeller parce que justement son objectif à lui, c'est mon job, c'est de prendre soin d'eux. Ouais. Donc s'il me pose des questions, je vais répondre et puis je vais les aider. Ouais. En plus, c'est une situation complètement nouvelle pour lui. Ouais. Exact. Et il doit la gérer comme il peut. Et sa base, c'est je vais l'aider, quoi. C'est ça. Mais c'est cool, ça change de beaucoup d'œuvres, quoi, où l'IA est méchante. Le film, il est bien pour ça parce que là où tu t'attends à quelque chose, tac, le film te prend à contre-pied et te propose une autre possibilité. Un truc qui est tout ce qu'il y a de plus normal en plus. Ouais, t'es pris d'affection pour ce Gertie quand même. Mais pour tout le monde en fait, pour Sam aussi. Déjà par rapport à sa situation qui est toute pourrie. Ouais. Je vais pas dire que je m'identifie à ce mec-là, mais ouais, j'ai de la compassion pour lui. Ouais, ça doit être chaud quand même. Mais déjà, 3 ans, enfin, déjà de base, ouais. Quand t'es tout seul chez toi, au bout de 2 jours, t'as qu'une envie, c'est de sortir. Il faut que je voie du monde, quoi. C'est pas possible. On va dire 3. Allez, ok, 3 jours. Bon, on va dire que nous, dans notre condition de geek, on peut passer du temps derrière un PC, derrière la télé. Allez, même 5. Même 5, tranquille. Si le frigo il est plein, tu peux ne pas sortir pendant 5 jours. Non, je rigole. Mais humainement parlant, on a ce besoin de contact, d'aller parler avec des gens, ne serait-ce même que juste aérer la tronche, quoi. T'imagines passer 3 ans dans un truc comme ça? Mais le défi, il est intéressant quand même, non? Moi, j'aime bien les genres de défis un peu extrêmes, quoi. Oh, mais là, c'est même plus extrême. Là, t'es vraiment tout seul, isolé, t'as rien, quoi. Mais tu vois, si on te le propose, il y a moyen de réfléchir quand même. De te dire, c'est un défi de fou, quoi. Ah ouais, c'est clair. C'est un défi de malade qui peut te forger aussi, quoi. Mais là, tu pars en dépression, tu pars en schizophrénie, tu pars en... Ouais, je sais pas, je pense qu'il y en a qui sont plus à même de péter un câble que d'autres, quoi. On est d'accord, mais quand même. Ouais. Dans la nuit noire en permanence, tu respires de l'air qui sort d'un climatiseur, t'es tout seul dans un grand espace blanc. En plus, il n'y a rien, quoi. C'est hyper minimaliste. Ouais, non, mais lui, après, à part son petit espace Wipion, c'est un petit bureau et là où il y a les plantes, il n'y a rien d'autre. Ah, c'est vrai qu'il a même pas de communication, quoi. Il n'y a rien, le gars. Il est vraiment solo boy. Ouais. Si, il a Gertie. Ouais, voilà. Bon, au bout d'un moment, Gertie, il est cool, gentil, mais... quoi. Mais 6 smileys, c'est pas beaucoup, quoi. Non. Donc, leur objectif, c'est de repartir de la Lune. C'est ça. En tout cas, Sam 2. Bah, tu vas m'éclairer parce que j'ai pas trop compris pourquoi ils ont besoin que l'équipe de nettoyage, parce qu'apparemment il y a une genre d'équipe qui vont venir pour remettre tout à zéro, c'est-à-dire tuer qui a besoin de tuer. Et... C'est un peu effectivement le truc un peu obscur du film. Moi, la manière dont je le vois, c'est que justement, quand le clone de Sam 2 s'éveille, déjà il intercepte la communication entre Gertie et Lunar. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Mais surtout, je pense que tu dois avoir des espèces d'encéphalogrammes partout au niveau de... justement pour la survie de Sam Bell. Je pense qu'à un moment donné, dans le module, il devait y avoir encore un bip-bip qui devait persister en disant « Ok, on a un Sam 1 qui est en train de crever mais qui est toujours vivant et on a un Sam 2 qui est déjà réveillé. Les gars, il y a un pépin, qu'est-ce qui se passe ?» Ok, Gertie, bouge pas. On t'envoie l'équipe de nettoyage. On supprime les 2 clones vivants. On répare le module pété et la moissonneuse. Et on va reprendre le boulot gentiment. Ok. Et mais lui, il repart dans quoi ? Eh ben, c'est ça aussi le truc, ça nous est pas montré. Non. Mais donc tu as effectivement l'équipe de sauvetage qui arrive. Donc eux, ils sont pas venus comme ça en TP, quoi. Et donc lui, il repart avec leur capsule à eux, quoi. Il part, mais pas à l'intérieur du vaisseau. Il part à l'intérieur du train d'atterrissage, quoi. Il s'est planqué dans une partie du vaisseau. Ah, il est reparti avec eux, alors. Il part avec eux, ouais. Ok, ouais, j'avais pas capté ça. Mais pour l'introduction de cette équipe de sauvetage, donc on a 3 gars. Ce qui est assez drôle, c'est que les 3 mecs nous sont présentés sur un écran à un moment donné.
Bon, la tronche qu'ils ont tous, on dirait tous des taulards ou tous des mercenaires, mais absolument pas une équipe de boy scouts qui vont venir te filer un coup de main. Ouais. D'ailleurs, les 3 photos, c'est des mecs de l'équipe technique du film. J'allais y venir, mon ami. Donc, on peut partir sur la première anecdote de tournage. Donc, les 3 membres de l'unité de secours ELISA sont effectivement des membres de l'équipe technique du film. On a d'abord Gavin Rothery, qui est concepteur graphique. On a ensuite Gary Shaw, qui est donc à la photographie du film, comme je disais tout à l'heure dans la fiche technique. Et Mike Ward, qui est assistant réalisateur. Yes. Et donc, à la fin du film, on a Sam 2 qui arrive à rentrer dans le vaisseau en direction de la Terre avec l'équipe de sauvetage. On a Sam 1 qui retourne dans le module PT pour finir les quelques minutes de vie qui lui restent et qui voit partir à travers son casque la navette avec Sam 2 à l'intérieur. Et on voit un 3e Sam qu'on a vu un peu plus tôt d'ailleurs avec les 2 autres l'un à côté de l'autre qui ont vu donc la naissance d'un énième clone qui arrivait et qui lui finalement va reprendre le job à l'intérieur de la base. Et le film prend fin de cette manière. Bon, on peut peut-être parler de quelques thèmes présents dans le film. Allons-y. Bon, déjà, il y a tout ce qui est autour du monopole de la grande industrie, quoi, qui rappelle des films comme Terminator, par exemple. Robocop aussi. Exactement. Et Skynet et l'OCP. Les grandes manipulations des grandes corporations et des complots, notamment. On voit ça surtout à la fin, à la dernière phrase du film, on y viendra un peu plus tard. Il y a la gestion de l'énergie et le réchauffement climatique. Exactement. L'environnement qui a une place importante dans le film. Alors surtout au début, le fait de voir que c'est le bordel et qu'on consomme beaucoup et que cette solution, mine de rien, nous profite à nous, mais c'est pas pour autant qu'on va arrêter de consommer, au contraire. Ouais. Et ça profite surtout toujours au même, quoi. Ouais, alors ça nous est pas montré, c'est un truc qu'on peut comprendre. Oui, bah oui. Mais effectivement, derrière, tu as toujours justement, les grosses boîtes. Voilà. Il y a écrit Lunar, mais il pourrait y avoir écrit Amazon ou Tesla. Exactement, ça serait exactement pareil. Ça serait pareil. Après, bon, le thème principal, c'est quand même l'identité, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire d'être humain Exactement. À travers les clones, tout ça, quoi. Et aussi Jerty, donc, comme on disait un peu plus tôt. Ouais, carrément. Parce qu'en fait, oui, dans ce film, quelque part, personne n'est humain, quoi. Non, c'est ça. Jerty, autant que les clones, sont des tentatives de réplique du comportement humain. Exact. Ouais, il y a toute l'idée qu'on n'est pas juste notre code génétique, quoi. Non, c'est vrai. Après, c'est une idée à laquelle j'ai souvent pensé. Tu vois, à quel point est-ce qu'on est une page blanche quand on commence? À quel point c'est un peu le désaccord qu'on a eu tout à l'heure, quoi, tu vois. Exactement. Tu penses qu'on a beaucoup de choses innées en nous, à la base? Je pense que le caractère, il joue énormément. Tu crois que le caractère, c'est génétique? Je pense que oui. Ouais. Ouais, après, quand tu parles de génétique, c'est-à-dire quelque chose qui se transmet ou quelque chose qui nous est propre? Ou qui est inné, en tout cas. Moi, qui est là de base. Plus de quelque chose de inné. Je pense que le caractère, c'est quelque chose qui nous définit vraiment et qui peut influencer nos parcours. Ouais, mais tu peux pas vraiment répondre à cette question. Enfin, non, pas du tout. Il y a des études là-dessus, hein, je suppose, mais c'est vrai que moi, j'ai souvent eu l'idée que beaucoup de choses étaient acquises, quoi, et qu'on était conditionnés à être qui on est. Ça, oui. L'environnement, déjà, de base, c'est un truc qui nous façonne. L'éducation également, de nos parents, puis après, l'instruction aussi que l'on peut avoir à côté, qui va nous forger, qui va nous apprendre des trucs. Mais je pense que la base, le tempérament, c'est quelque chose qui nous définit singulièrement chacun. Et voilà, c'est une pensée que j'ai. Peut-être que je me trompe, mais je pense effectivement que ça nous définit vraiment. C'est quelque chose qu'en tout cas qu'on peut pas t'apprendre. Il y a tout un tas de sentiments, de sensations, d'émotions qui nous sont propres, personnels, des trucs qui vont nous toucher, des trucs qui vont nous affecter. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut venir t'apporter. C'est un truc qui est en toi profond. Et ouais, tu crois pas que c'est modulable, justement? Je pense pas. Alors, je pense qu'il y a des trucs qui peuvent se raccrocher, effectivement. Je pense qu'il y a des trucs qui peuvent évoluer, mais c'est quelque chose qui va... Encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut pas t'apporter, qu'on peut pas te... Moi, je pense pas. Je pense que justement, on te conditionne à ressentir les choses d'une certaine façon, quoi, tu vois. Si, par exemple, moi, parlons de films, par exemple, moi, je sais que devant un film, je suis très sensible. Okay. Je suis un peu comme Fred, il nous en a parlé quand il est venu nous parler de Matrix. Exact. Qu'il avait la larme facile. Alors moi, j'ai la larme très facile. Tu vois. Et je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui soit ancré en moi à la base, quoi. Je pense que ça dépend de beaucoup de choses qui se sont passées, peut-être dans ma vie, ou pas pour dire que j'ai une vie plus ou moins bien, hein, c'est pas ça. C'est juste que j'ai appris à être comme ça, peut-être, tu vois. Je sais pas. Toi, tu vois beaucoup de différences entre, par exemple, toi et ton frère qui avait... Clairement. Ouais. Effectivement. Alors, par rapport à toi, la sensibilité, je pense que c'est quelque chose que tu peux travailler. Ouais. C'est quelque chose que tu peux faire évoluer, effectivement. Mais voilà, c'est en toi et c'est en toi. Okay. Et c'est peut-être cette sensibilité qui va te permettre d'approcher certaines choses ou certaines personnes d'une certaine manière. Ouais. Si tu prends par exemple le cas de moi et mon frère, moi j'ai toujours été d'un tempérament plutôt calme. Ouais. Je suis un faux calme, hein. À l'intérieur, je suis stressé tout le temps.
T'es quand même calme. Ouais, je suis quand même calme par rapport à d'autres qui sont nerveux. Mon frère est beaucoup plus nerveux. Ouais. Mon frère, c'est une boule de C'est une nerfs. pile, Quoi. ouais. Il est effectivement, c'est une pile. Donc lui, il faut qu'il bouge, etc. Donc ça a toujours été le sportif. Je faisais des trucs qui étaient plus posés, le dessin, les choses comme ça. Mais tu crois pas que justement, il prend le contre-courant par rapport à toi, peut-être? Peut-être aussi, mais Ouais. c'était en lui. Et c'est toujours en lui. C'est un truc qu'il est, si on doit Ouais. le définir, voilà, il est sportif, il est réactif, il Vous êtes est... différents, quoi. Exactement. Et ça a toujours été quelque chose de tout temps. Ouais. Pas que par rapport à moi, même par rapport à mes parents, il est différent aussi de mes parents. Hmm. On a une espèce de tronc commun Forcément. dans la famille, Ouais. effectivement. Mais le tempérament qu'on a chacun, tous les quatre, mon père, ma mère, mon frère et moi, c'est absolument pas le même. Donc il n'y en a pas un qui a copié sur l'autre. Voilà, c'est vraiment un truc qui nous est... C'est pour ça aussi que je pense, pour cette raison-là. Parce que peut-être que dans mon environnement, c'est des trucs où, effectivement, ça se voit, Non, ça mais se en plus, détache. t'as raison, parce que, par exemple, moi, j'ai des neveux qui sont jumeaux. Ouais, je vois Et très bien. là, on est en plein dedans. Hein. C'est ce qu'on a de plus proche du clone, c'est les jumeaux, quoi. Ouais. Hein. C'est deux êtres qui ont la même identité génétique. Et pourtant, ils sont différents. Et pourtant, ils sont très différents. Et ouais. Oui, alors, j'accepte qu'il y a sûrement une part innée. Déjà, j'ai du mal à l'admettre, ça, tu vois. Mais je pense qu'aussi, ils jouent l'un sur l'autre, quoi, tu vois. C'est-à-dire que même l'évolution, elle commence du moment où ils sont dans le ventre de leur mère et que Oui, bien sûr. il y a une relation qui se met en place, et cette relation, ils la vivent forcément différemment, parce que même si ce sont les mêmes à la base, ils le vivent de deux points de vue différents qui les façonnent, quoi. Dans cette relation, ils jouent un rôle différent l'un de l'autre, et c'est un peu contre leur gré, quoi, tu vois, sans qu'ils soient vraiment acteurs du truc, quoi. Mais oui, non, c'est après, on va pas répondre à toutes ces questions maintenant, mais c'est... Bon, même pas à notre niveau à nous. Hein. Ouais. Mais oui, ils sont très différents, quoi, très très différents. Moi, c'est aussi pour cette raison que je vais dans ce sens-là, justement parce que c'est ce qui nous différencie de la machine. On n'est pas des robots, on est tous différents. Il y a des trucs au fond de nous qui sont uniques. Ouais. On peut trouver des similitudes avec d'autres personnes, pas spécialement nos parents ou nos amis, même des personnes qui sont à l'autre bout de la planète, peu importe. Mais voilà, ça, c'est ancré dans notre code génétique et c'est ce qui fait l'unicité de chacun d'entre nous. Quoi. Ouais. En tout cas, si les robots m'entendent, je me désolidarise complètement de ce qu'il dit, parce que je trouve que t'es vachement raciste envers les robots. Pourquoi? Pas du tout. Parce que ils sont pas tous pareils, tu sais. Moi, tu peux faire deux PC exactement pareils, l'un il va planter, l'autre non, tu vois. Hein, ouais, non, ça dépend. Bon, très bien. Il y avait d'autres idées sur lesquelles tu voulais revenir? L'abnégation et l'amour. Ouais. Par exemple. Alors, que tu peux fusionner d'ailleurs, parce que partir tout seul pendant 3 ans dans une base spatiale pour te dire le job que je vais faire, certes, ça va peut-être me rapporter un peu du pognon. Bon, il n'est absolument pas question de données financières pendant tout le film. Ouais. Ça aussi, je trouve que c'est un truc intelligent de ne pas avoir cette notion de l'argent. Voilà, pas besoin. Bon, le fait que tu es le pauvre Sam sur la Lune et la méchante société sur la Terre qui tire les ficelles. Il n'y avait pas besoin de creuser plus. Ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. Mais bon, il faut quand même être vachement volontaire. En plus d'être volontaire, il faut quand même beaucoup, beaucoup d'abnégation pour quitter ton foyer pour aller faire une mission solo boy pendant 3 ans. Ouais. C'est des clones. Ils n'ont pas quitté la Terre, mais bon, t'as compris le truc. Ben oui, l'amour derrière, puisque... Alors l'amour au sens universel, pas de l'amour charnel, mais de l'entraide, etc., que tu peux retrouver justement entre Jerty et Sam, entre les deux Sam eux-mêmes. Le fait aussi de voir que c'est par rapport à cet amour-là que Sam se raccroche à quelque chose, justement, c'est ce qui le fait tenir pendant ces 3 ans. À chaque fois qu'il regarde des vidéos où sa femme lui parle, la main sur l'écran, le fait qu'il a besoin de ça pour avancer. Et qui, au final, n'est qu'une représentation de l'amour, de son idéal, quoi. C'est ça, le petit germe de souvenir qu'on lui a balancé dans son cerveau, quoi. C'est intéressant parce que ça traite aussi de l'idéalisation, peut-être, de cet aspect-là de la vie, quoi. Ouais, c'est ça. Un foyer, une femme aimante, un enfant, alors que peut-être tout ça, en fait, c'est que du pipeau, quoi. Exactement. Et à contrario, tu as la solitude. Ouais. Le plus gros des sujets qu'il y a dans le film. Ouais. La solitude que tu peux voir dans ce personnage de Sam. Et encore une fois, dans cette scène qui est bouleversante, quand il est dans son module en disant « I want to go home ». Et en plus, c'est une super belle image. Ça me fait penser à Seul au monde, forcément. Oui. T'as d'autres films comme ça qui te viennent, qui traitent de la solitude en général? Alors oui, mais pas la solitude de la même manière, à savoir la solitude d'un seul personnage. Ouais. Alors c'est un film que j'aime beaucoup, de Gus Van Sant, avec Matt Damon, justement, et Casey Affleck, qui s'appelle Jerry. Et je voulais en parler, justement, un de ces 4 micros, parce que c'est un film qui me plaît beaucoup. D'accord. C'est de la solitude. C'est 2 personnages qui portent le même prénom, Jerry, c'est 2 potes, et ils se retrouvent tous les 2 paumés dans un désert. Sauf que la solitude, elle n'est pas
justement du fait que tu retrouves un seul personnage tout seul. Là, ils sont deux, ils s'accompagnent. Mais la solitude, elle naît de l'errance qu'il va y avoir avec ces deux mecs qui vont marcher. Et ils vont même plus parler à un moment donné. Ils vont juste avancer pour essayer de sauver leur peau, quoi. Ok. Après, on voit aussi, voilà, ça va avec la solitude forcément, mais ce que fait le manque de communication sur ton état d'esprit, quoi. Mais c'est ça. La communication, justement, te sort de ce truc-là. On peut parler d'un film, alors, on va pas parler de solitude, mais par rapport à ce que l'on voit à l'image, c'est le cas. C'est Her, tout simplement. En plus, il est question d'intelligence artificielle. On a juste Joaquin Phoenix pendant tout le film, tout seul, et en plus, il est seul dans sa vie. Mais le simple fait qu'il communique avec cette voix, l'intelligence artificielle, la voix de Scarlett, ça lui apporte de la compagnie et plus encore. Ouais, et bien on le voit dans ce film-là où quand les deux Sam commencent à communiquer, ils s'approchent plus de la vérité en tout cas, quoi. Ouais. Quand j'ai fait des recherches un peu sur ce film, j'ai vu une interprétation qui disait que Sam est en fait dans un état végétatif. Ok. C'est-à-dire qu'il est comme sur un lit d'hôpital dans un coma profond ou alors complètement en légumes, quoi. Il voit le bonheur qui pourrait être le sien, donc sa famille, tout ça, qui viennent le visiter de temps en temps, mais lui ne peut pas communiquer avec eux. Ok. Alors, je ne pense pas que c'est là où voulait en venir le scénariste ou le réalisateur, mais... Il y a un peu de ça. Moi, l'interprétation que j'en fais, c'est aussi pour cette raison que je voulais en parler après Cohérence. Quand tu m'as proposé Cohérence, c'est le premier film qui m'est venu en tête juste après. Effectivement, il est question de double, il est question de huis clos, mais il y a un petit peu cet esprit du chat de Schrödinger. Pour moi, à la fin du film, on te montre 3 états d'un seul et même Sam. T'as le Sam qui est en train de mourir, t'as le Sam qui est en train de rentrer chez lui, et t'as le Sam qui continue à faire son job. Lequel des 3 est le vrai? Alors encore une fois, c'est une interprétation personnelle du film, mais c'est un truc aussi que j'aime bien en me disant, on suit lequel va réussir, et au final, lequel est le bon. T'as pas vraiment à choisir, t'as les 3 états qui te sont proposés, et c'est les 3 états qui vont continuer à l'infini, quelque part. C'est ce qui va se reproduire éternellement. C'est un peu comme une espèce de cycle, quelque part. Un Sam qui rentre, un Sam qui reste, un Sam qui meurt. Ouais. Mais c'est intéressant de se demander ce qu'ils voudraient pour eux-mêmes. Par exemple, le Sam 1, qu'est-ce qu'ils voudraient pour le Sam 2? Qu'est-ce qu'ils voudraient pour le Sam 3? Pour le coup, le film te le montre visuellement. Quand justement le Sam 1 est en train de retourner dans le module et qu'il est en train de s'éteindre, c'est le dernier truc qu'il regarde, il lève les yeux et il voit la navette qui part. C'est une extension de lui, quelque part. Quelque part, lui aussi, donc, a réussi. Il rentre sur Terre. Voilà. C'est pas lui qui est dans la navette, mais c'est ce qu'il espérait. Lui, il termine ici, l'autre s'en va. Tout va bien dans la vie de Sam Bell. Mais tu te poses la question, genre si on te présentait avec cette situation, tu es toi, mais en fait t'es le clone de toi-même. Peut-être le toi-même n'existe plus. C'est ça. Tu as 10 clones. Qu'est-ce que tu voudrais? Est-ce que tu te sentirais quand même quelqu'un, tu vois? Est-ce que tu sentirais que tu existes et que tu mérites de vivre comme l'original, quoi? Ben justement, c'est ce qui définit un petit peu l'être humain. Et qu'est-ce qui nous définit au final? Quand tu regardes des films qui parlent de cyborg, d'intelligence artificielle, Jerty, c'est ni plus ni moins qu'une conscience humaine qu'il a. Voilà, il est peut-être même plus humain que certains au final, parce qu'il a de la compassion, parce qu'il a la volonté d'aider, il est empathique. Au final, les clones, ils ont certes des souvenirs qui sont bidons, mais ils ont des souvenirs, ils ont des objectifs, ils ont du vécu, et quand ils se retrouvent l'un en face de l'autre, ils sont pas pareils. Les 2 clones que l'on suit pendant tout le film, ils ont leur propre identité, ils vivent. Donc ils sont bien humains, ils sont bien conscients. Rien que par le fait de respirer, de vivre l'instant, ça fait d'eux quelqu'un d'humain. Enfin, pas d'humain, mais de vivant en tout cas. Ouais, de vivant. Mais après, derrière, c'est le principe même de la conscience, quelque part. L'âme humaine, à quel moment tu es vivant, à quel moment tu es un être humain. Vaste question. C'est un film effectivement un petit budget, mais qui est sympathique parce qu'il te propose plein de pistes différentes. T'en fais un petit peu ce que tu veux. Le scénario se tient bien. Visuellement, moi, je trouve que le film est super beau. Il est beau. En termes de musique, on en a absolument pas parlé. Je trouve que la musique, elle claque. Ouais, c'est clair. Il y a un thème principal qui est récurrent à 3 moments du film, au début, à la fin et à un moment donné au milieu, quoi. Mais il y a des moments vraiment dramatiques où la musique accompagne parfaitement ce que tu vois. Par exemple, le bras de Jerty sur l'épaule. Ouais, exactement. Même, il y a des... Ce robot, il est génial. Il y a un moment aussi où le robot se tourne, il a un post-it avec Kick-Ass derrière. Non, Kick-Me, pardon. Et que finalement, le Sam l'enlève en disant, allez, je te l'enlève parce que t'es un mec bien, quoi. T'es un mec bien, voilà. Il a du respect pour ce robot. Exactement. Il est au top, ce robot, quoi. Moi, je le trouve vraiment génial. En plus, cette voix... Malgré qu'il ait la voix de John Doe. Ouais, mais elle est super, sa voix, quoi. Non, c'est clair. Il le joue bien. Tu vois que le robot, il est attendrissant et qu'il est là pour lui filer un coup de pouce, quoi. Mais déjà, en plus, je dirais que Kevin Spacey, il a une voix
empathique. Oui, c'est vrai. T'as l'impression qu'il y a de la compassion dedans. Bah, chaleureux, quoi. Pour revenir sur Seven, Morgan Freeman, c'est pareil. Ouais, c'est clair. De toute façon, c'est pour ça qu'il joue Dieu. Hein. C'est pour ça qu'il joue Dieu. Mais il y a tous ces acteurs qui ont ces bonnes voix. C'est clair. Et pour en revenir au visuel, le film nous propose de la maquette. Ouais. Et ça aussi, ça fait plaisir. On n'a pas une abondance de CGI. Et pas que de la maquette blanche. Et pas que de la maquette, effectivement, faite par Sam Bell dans le film. On a vraiment tout ce qui est extérieur à la base. Bon, déjà, la base est superbe. Ouais. Les équipes techniques, elles ont bien bossé. C'est crédible. Vraiment ce à quoi on peut s'attendre. Ouais, ça fait le job. Et c'est vraiment propre. Ouais. Après, il y a plein de références. Encore une fois, on a cité le Nostromo d'Alien. Bon, ça pourrait être aussi le vaisseau de 2001 l'Odyssée de l'espace. Tous ces univers transpirent dans ce film-là. Mais, pour en revenir donc à ces maquettes, tout ce qui est donc extérieur, à la base, donc la Lune, les moissonneuses, le module, c'est vraiment de la maquette. Ouais. Et la petite anecdote qu'on peut sortir par rapport à ça, c'est que les équipes techniques ont construit une portion de la surface de la Lune d'une taille de 6 mètres par 9. Donc je n'ai pas l'échelle ni des moissonneuses, ni du module, ni des antennes de communication. Mais c'est tout petit quand même. Mais oui, effectivement, vu certains plans relativement éloignés, et en plus quand tu le vois, tu vois que les maquettes sont petites, mais bon, 6 mètres par 9 de Lune, ils ont bossé les mecs. Moi je trouve ça toujours fou quoi, d'utiliser des maquettes pour te faire croire que c'est réel. Tu te dis mais comment ils font ça quoi, c'est impressionnant. Ça fait partie aussi du job. Bon, on a grandi aussi dans les années 80-90, donc il n'y avait pas encore la CGI telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc on avait vraiment des effets pratiques. Et c'est ça aussi le cinéma pour moi, c'est tout ce bricolage que tu peux avoir derrière. En plus, je trouve que ça vieillit mieux que la CGI, là où tu as des problèmes d'étalonnage, parce que la techno a un peu vieilli. Forcément. La maquette, ça restera du réel. Ouais. Alors après, ça dépend comment c'est fait. C'est vrai, ça vieillit mieux quoi. Oui, parce que ça absorbe la lumière naturellement, que ce soit au niveau des reflets, que ce soit au niveau des ombres. Ouais. Il n'y a pas de dissonance, quoi. Non, carrément pas. Puis même après, les objets que tu vas poser dessus, ils ont un poids, ils ont une masse. Du coup, ça fait un impact. Voilà. Ouais, t'as pas besoin de simuler tout ça, quoi. Ouais, exactement. Quand tu regardes les premières CGI sur, j'ai pas des titres de films en tête, mais Johnny Mnemonic, par exemple, ou le cobaye. Alors, on n'a pas parlé du cobaye dans Matrix avec Fred, mais voilà, là, effectivement, tu vois de la 3D qui a pris un sacré coup de vieux. C'est pas beau. Bon, c'était déjà pas très beau à l'époque, c'était novateur. Mais visuellement, tu te dis, c'est du numérique. Donc, quand tu parles d'univers informatique, c'est ce que tu entrevois, donc tu l'acceptes. Maintenant, quand tu le vois, tu te dis, c'était vraiment les débuts, c'était pas beau, quoi. Après, quand les moissonneuses elles sont en route et que ça éparpille les gravillons et tout ça, c'est un petit peu moche, quand même. Alors, c'est marrant que tu parles de ce truc-là, parce que moi, c'est le seul truc qui me sort un peu du film. Alors, je suis pas astrophysicien, je suis pas astronome, mais je pars du principe que dans l'atmosphère lunaire, à un moment donné, la gravité est bien moindre par rapport à la Terre. Je partirais du principe que les petits gravillons, normalement, ils devraient vraiment s'envoler, quoi. Je trouve qu'ils retombent relativement vite sur la surface de la Lune. Bon, c'est une petite parenthèse. Hein. D'ailleurs, pour info, petite anecdote, les 4 moissonneuses, elles se nomment Matthew, Marc, Luc et John, le nom des 4 premiers livres du Nouveau Testament. Exact. Mais le réalisateur a dit que ça avait rien de religieux, c'était juste, il avait besoin de 4 prénoms, il les a pris comme ça. Il aurait pu prendre John, Paul, George et Ringo. Ça aurait été cool aussi, tu vois. Ouais. J'ai aussi vu que c'est le producteur Stuart Finnegan qui a entrepris la scène où Sam se tape la tête, justement. D'accord. Parce que le cascadeur qui devait le faire, il n'était pas là ce jour-là. Okay. Et il était seul à ne pas pouvoir faire un procès à la production si ça se passait mal. D'accord. Donc il l'a fait lui-même. Et il était très content du résultat. D'accord. Alors moi aussi j'ai une autre anecdote. Kevin Spacey aurait enregistré la totalité de ses lignes de dialogue en à peine une demi-journée. Le mec, il est balèze, quoi. Après avoir visionné le film, il dit c'est bon. C'est bon, je peux jouer dedans. Il y a quoi à dire. C'est pas dégueu. Allez, c'est bon, je m'en occupe. À la fin de la journée, c'est fini, quoi. Ouais. Et j'ai vu aussi que Sam Rockwell, pour mémoriser ses lignes, alors il les énonce sur un magnétophone, comme font beaucoup d'acteurs. Quoi. D'accord. Mais il le fait de la façon la plus monotone possible, pour qu'il ne s'habitue pas à s'entendre avec une certaine inflexion sur la voix. Tu vois. Comme ça, le moment venu, il fait ce qu'il sent et non pas ce qu'il a entendu. D'accord. Voilà. Et pour terminer sur les anecdotes de tournage, la station lunaire créée par Lunar Industries Ltd s'appelle en réalité la Sarang Station. Et Sarang signifie en coréen « amour », ce qui correspond parfaitement à l'action de base envers les habitants de la Terre. Et en indonésien, attention, Sarang signifie « le nid », qui correspond plus à la vie des clones dans la base spatiale. Intéressant. Pas mal. Est-ce qu'il y a encore une scène ou un aspect du film sur lequel tu aimerais revenir avant qu'on boucle l'affaire ? On peut effectivement revenir juste sur la toute fin du film.
Le SAM 2 donc arrive à retourner sur la Terre, le SAM 1 est en train de pourrir dans son module et le SAM 3 donc est en train de prendre ses nouvelles fonctions. Le relais. Mais juste avant le générique de clôture du film, on entend lors des dernières secondes plusieurs journalistes parler d'un homme qui revient de la base Lunar Industries et des vérités qu'il vient d'annoncer, notamment par rapport aux clones. Ouais. Et plus les journalistes parlent, plus ces derniers commencent à dénigrer donc le Sam Bell qui est revenu, pour finir quand même par « cet homme est complètement fou » ou alors « c'est un immigré qui essaye de faire un peu le buzz » ou des trucs comme ça. Donc c'est un peu le truc qui me détache un peu du film. Ah ouais. Ouais, je trouve que c'est un peu dommage de terminer par... Alors quelque part c'est bien, ça donne une finalité à ce clone en te disant c'est cool pour lui, il arrive à retourner sur Terre, donc il y en a un qui est libéré, et au final c'est un peu une victoire pour tous les clones qui étaient sur la base. Ouais. Ça te donne la suite de son échappée. Ouais. T'aimes pas qu'il tue l'espoir ? Ben, en fait, si, ça me plaît bien justement le fait que lui soit relégué juste au rang de bon, vite on étouffe l'affaire, c'est un fou et au final il se fera pas entendre et bon, il est certes sur Terre, mais bon, voilà, ce mec-là, on va pas l'écouter et puis arrêtez tout, complot et autres. Voilà, le seul truc qui me gêne un tout petit peu, c'est que le film te présente Lunar Industries comme étant, ben voilà, les grands méchants de l'histoire. Le tout-puissant. Là, le fait à la fin de te rappuyer ce truc-là quelque part, de dire bon ben voilà, on étouffe l'affaire, dégagez-moi ce gars-là, et puis tu comprends que c'est un DC. C'est un peu le seul petit truc qui me gêne quelque part. C'est ça quoi ? me plaît. C'est l'intention politique. C'est juste remettre une couche, quoi. Je sais pas. Je trouve que en fait c'est bien et c'est pas bien. C'est trop et pas assez à la fois. Je sais pas trop comment dire. Ce truc-là presque aurait mérité de faire un petit arc dessus, 4-5 minutes de vidéo. Ah, tu penses ? Pour voir, tu vois, pendant tout le générique, ça aurait été sympa de voir des photos, des vidéos de lui qui arrive, tout le monde l'écoute, et puis au final, à la fin, il est complètement mis de côté, il est relégué, et du coup, pauvre gars, quoi. Ouais. C'est une triste fin pour ce clone. Je trouve que juste en parler très brièvement, ça dure même pas 4 secondes, hein. Je trouve que c'est trop peu, et que justement, ça apporte rien de plus que ce qu'on a pu voir pendant tout le film. Ouais. Et c'est dommage parce que ça aurait mérité peut-être un peu plus. T'aimes le fond, mais pas la forme. On va dire ça comme ça. Il y a un truc qui me plaît, il y a un truc qui me plaît pas. Et je trouve ça bien et pas top. Et voilà, c'est un peu le petit truc avec lequel je suis pas à 100% OK dans le film. Après, moi, j'aime bien ce que ça raconte, en tout cas. Moi aussi. Enfin, j'aime bien. C'est horrible ce que ça raconte. Mais c'est pessimiste. Ouais, mais c'est la vérité, quoi. Ouais, on est d'accord. Mais justement, si c'était Amazon, t'inquiète pas que le mec, il serait mort, peut-être. Oui, peut-être. Mais voilà, tu vois, juste pendant tout le générique, d'avoir un post-générique ou vraiment une continuité du générique avec ça. Ouais. Tu vois, un espèce de fil rouge. Voilà, en fait, tout est perdu, quoi. Ouais. Peut-être que c'est ça, en fait, qui me chiffonne avec ce passage. C'est peut-être qu'il me manque quelque chose. Okay. Je me le dis maintenant quand on en parle au micro. Putain, ça a gâché le film, quoi. Regardez-le, ça vaut vraiment le coup. Matez-le. Alors, il y a aussi beaucoup de gens qui n'aiment pas ce film parce que justement, ils trouvent ça très lent et un film qui raconte rien. Je le trouve pas. Déjà, il est court. Déjà, il fait 1h37. Voilà. C'est très bien. Et je le trouve pas lent, moi. Enfin, j'en ai vu des plus lents. Hein. Non, puis même la prouesse d'acteur qu'il y a à l'intérieur. C'est fou. Sam Rockwell, il est tout seul pour le film. Alors, il tient la baraque. Hein. Un peu comme Cohérence, où tu sens qu'il y a cette dissonance qui vient par rapport à l'improvisation, comme on en a parlé dans ce film-là. Là, je trouve que des fois, dans l'interprétation et la relation entre les deux, tu vois un peu cette dissonance-là. Ouais. Tu la ressens de temps en temps. Tu vois. Tu sens que, quelque part, le tout début, où ils se parlent très peu, t'as l'impression que, quelque part, scénaristiquement et même techniquement, ça les arrange un peu. Quoi. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai l'impression que moi, si c'était moi, bien sûr que je lui parlerais, quoi, tu vois, au gars. Ouais. Je sais pas, il y a quelque chose qui cloche, mais très fort quand même, très fort. Ouais. Voilà, on est en train de bâcher le film. Non, c'était juste un ressenti sur le moment, mais ça n'enlève rien à sa performance. C'est juste que quand tu fais un film avec toi-même et que tu fais des dialogues avec toi-même, forcément, c'est pratiquement impossible à faire quelque chose qui a l'air réaliste. Alors, tu vois quelques raccords à certains moments. Voilà, c'est ça. À un moment donné, ils sont en train de s'échanger un truc avec la main, et tu vois le Sam Rockwell numéro 2, je crois, il est vraiment de profil à la caméra, et le bras qu'il tend, c'est pas le sien. Exact. Donc tu vois quelques petits trucs, mais la scène de ping-pong, moi je la trouve au top. Ouais, non, c'est clair. Je trouve au top, ça répond, c'est bien. En plus, tu te dis, ok, il y en a un qui est d'un côté de la table, l'autre qui est de l'autre côté de la table avec le filet au milieu. Truc relativement classique qu'on voit depuis tout le temps au cinéma, sauf qu'à un moment donné, il y en a un qui passe de l'autre côté, puis il remet le filet, puis le deuxième il repasse aussi. Donc là, tu vois, ils ont bien joué le truc. Non, il y a des petits effets qui sont malins et qui font tout le film. Non, ça vaut le coup. On en a parlé un petit peu vite fait, mais toute la détérioration de sa santé. Ah oui, ça aussi. Elle est folle, quoi. T'as l'impression qu'il va se désagréger, quoi. Ah oui, il est en train de fondre. Ouais, il est en train de fondre. C'est que là, il perd des dents. Pareil, une scène aussi qui est forte, c'est quand il est tout seul, le Sam numéro 1 à l'extérieur de la base et qui se sent pas bien, qui tombe à genoux et qui se met à vomir du sang à l'intérieur de son casque. C'est une scène qui m'a fortement fait penser à Life,
avec Jack Gyllenhaal aussi, dont on a parlé tout à l'heure, et Ryan Reynolds également, où il y a cette espèce de créature qui rentre dans un vaisseau. Ouais. Il y a à un moment donné un personnage féminin qui est à l'extérieur et qui est en train de se noyer dans cette espèce de liquide, je sais plus si c'est un liquide de sa combinaison, quoi, qui lui rentre dans le casque. Elle est en train de se noyer à l'intérieur de son propre casque dans l'extérieur du vaisseau. Voilà aussi un film où l'hostilité de l'espace, en plus avec cette bestiole qui est absolument pas cool. Le film est très très bon aussi, Life. Regardez-le, ça vaut franchement le coup. Ouais, avec une sacrée fin d'ailleurs. Avec une super fin, ouais. Mais en tout cas, c'est tout pour Moon. Et ouais, Moon, merci pour ce film, c'était très bien, c'était cool. Ravi qu'il t'ait plu. T'es prêt pour ton film de la semaine pro ? Je suis prêt. Alors, on va le découvrir ensemble, parce que je l'ai pas vu. D'accord. J'aimerais qu'on découvre ensemble, pour moi qui ne connais pas trop son répertoire, un film de John Cassavetes, avec donc Gena Rowlands et Peter Falk, qui s'appelle Une femme sous influence, qui est sorti en 1974. Alors, je sais que tu es plus familier que moi. Tu es venu sur notre podcast de Colombo. Exactement, il y a quelques temps. Voilà, où il joue le tueur, justement. Et tu nous as parlé un peu de John Cassavetes. Ouais, de John Cassavetes, de sa patte de réalisateur. Et c'est quelqu'un qui m'intéresse beaucoup, vu comment tu m'en as parlé. Alors, voilà, on va découvrir ce film ensemble, si ça te va. Ça me va. Eh bien, merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez des commentaires ou un petit message à nous faire passer, n'hésitez pas, rejoignez-nous sur Facebook, Instagram, sur le site de cinémanonyme.com, maintenant sur YouTube également, ou par mail à l'adresse cinémanonyme@gmail.com ou podcast@cinémanonyme.com. On sera ravis de vous lire. Et au prochain épisode, Seb nous dira ce qu'il a pensé d'une femme sous influence et m'en proposera un autre à son tour. D'ici là, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Tu veux de la sauce piquante sur tes haricots ?